Bien, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle David Destock et j'ai le plaisir d'animer l'équipe des consultants d'Oasis Mobilisation en charge des sujets d'accompagnement et de conduite du changement. Et nous sommes ravis avec mes collègues de vous accueillir dans notre webinaire, dans notre Oasis distanciel pendant 3 quarts d'heure pour, avec vous, partager des éléments à la fois d'enseignement sur un sondage que nous avons mené sur l'accompagnement pendant et après la crise, mais aussi peut-être partager avec vous quelques dispositifs que nous avons pu éprouver pendant ces périodes depuis à peu près maintenant 1 mois et demi, 2 mois. Peut-être avant de commencer, j'aimerais, si vous en êtes d'accord, vous partager quelques éléments de fonctionnement pendant ce webinaire. Nous sommes actuellement une soixantaine de personnes connectées. Ce qu'on va vous proposer pendant les 45 minutes, c'est bien évidemment pouvoir interagir avec nous, avec moi et mes collègues qui interviendront pour nous poser des questions sur le chat. Donc, n'hésitez pas à réagir en direct, nous poser des questions pour avoir des éclairages, partager aussi vos points de vue. Nous serons amenés aussi à partager avec vous des éléments de questions. Donc, on utilisera la partie sondage qui doit apparaître sur votre fenêtre à droite, notamment. Donc, on vous posera quelques éléments de questionnement tout au long de ces 3 quarts d'heure. Et puis, enfin, nous serons amenés aussi, si vous en êtes d'accord, peut-être à utiliser des dispositifs de témoignage, des vidéos avec certains de nos clients qui ont accepté de témoigner. Voilà. Peut-être pour vous proposer, avant de commencer, quelques éléments, on aimerait savoir dans quel état d'esprit, puis surtout quel est votre niveau d'énergie pour commencer ce webinaire. Imposons-nous à nous-mêmes ce que nous faisons chez nos clients en distanciel. Ce que je vous propose, c'est peut-être dans un premier temps de répondre à ce sondage qui est normalement dans le côté droit de votre clic. Quel est votre niveau d'énergie ce matin? Je vois que certains ont commencé à répondre. Donc, est-ce que vous êtes plutôt à 0%, 25, 50, 75 ou 100? Merci de commencer à y répondre. Bien, bah écoutez, je vois qu'on a quand même déjà pas mal de réponses. Ah, ça monte, ça monte. Donc, en direct, le niveau d'énergie partagé est quand même légèrement supérieur à la moyenne. Donc, pour celles et ceux qui sont en dessous de 50, j'espère que d'ici les 3 quarts d'heure, vous aurez un petit peu plus d'énergie. Peut-être pas en énergie quantitative, mais qualitative, je l'espère. Et puis pour les autres, on va essayer de s'appuyer sur votre niveau d'énergie pour interagir et poser toutes les questions. Alors, vous l'avez compris, pour continuer après ce premier sondage d'ouverture, pour rentrer dans le vif du sujet, pourquoi ce webinaire avec mes équipes, avec mes collègues? Pour 2 raisons. La première, c'est que nous souhaitions vous restituer quelques éléments d'enseignement de notre premier sondage. Et puis, dans un deuxième temps, on souhaitait vous partager quelques priorités d'action que nous avons pu constater dans les entreprises et organisations que nous accompagnons en ce moment. Peut-être dans un premier temps, un élément de retour de notre sondage, qui était un sondage qui a été diffusé pendant 3 semaines début avril auprès d'à peu près 250 entreprises. On a pu voir un certain nombre d'éléments et notamment, on a pu constater qu'il y avait 5 priorités qui apparaissaient suite à ce sondage. Une première priorité d'action, c'est que la plupart de nos répondants mettent en avant qu'il va falloir envisager un plan de déconfinement. Donc, c'est le premier sujet qui doit apparaître sur la diapositive, c'est qu'il va y avoir un élément de mise en place d'un plan de déconfinement. On en parlera d'ici quelques minutes. Deuxième axe prioritaire qui sort des enseignements de ce sondage, c'est la mise en place d'un dispositif de type projet collectif. Comment, ensemble, compte tenu de la crise, revisiter de façon distancielle un projet collectif ajusté, réaliste par rapport à cette situation de crise. Donc, on va avoir ce projet collectif d'avenir ambitieux qu'on vous partagera d'ici quelques minutes. Troisième axe prioritaire que nous partagerons également avec vous, c'est comment revisiter les compétences clés de l'organisation RH notamment pour une reprise durable. Donc, on partagera avec vous ces éléments d'enseignement, quelques retours du sondage, mais aussi quelques dispositifs qui ont pu faire leur preuve depuis quelques semaines. Quatrième axe, si vous le permettez, on abordera cette fois le sujet des expériences gagnantes, les retours d'expérience et surtout les enseignements sur les nouvelles façons de travailler ensemble dans ce contexte à la fois distanciel, mais ce contexte aussi de période dégradée. Et pour ça, on vous partagera des expériences réalisées depuis quelques semaines, voire même depuis quelques jours récemment. Et puis, dernier sujet qu'on traitera avec vous, qu'on partagera, à la fois en retour du sondage, mais aussi en dispositif mis en place dans les entreprises, c'est l'enjeu de la formation des managers et de leurs équipes, à la fois au travail à distance, certes, mais en situation dégradée aussi pour certains en usine, et puis comment acquérir de nouvelles postures managériales dans la période des mois à venir. Donc, 5 axes prioritaires qui vont servir de plan à notre webinaire.
Peut-être une première remarque, c'est que nous, notre objectif, c'est de vous montrer qu'on peut avoir ces axes prioritaires de façon distancielle. Puisque dans le sondage, un premier chiffre intéressant, mais qui est un enseignement assez évident, 88% des personnes interrogées ont mis en avant le fait que dans cette période, elles ont vraiment appris à utiliser des outils pour travailler à distance. Alors, ça peut être effectivement des outils distanciels, vous les connaissez, Teams, Zoom, Skype, mais c'est aussi des outils collaboratifs et surtout des outils de formation distancielle. On y reviendra d'ici quelques minutes. Donc, ce qu'on peut peut-être ensemble se poser comme question, c'est est-ce que ce travail distanciel ou éventuellement partiellement distanciel affecte la motivation et l'engagement des équipes? C'est la question que j'aimerais vous poser à vous. C'est d'après vous, si vous regardez sur la partie sondage maintenant à droite, pensez-vous que les répondants à notre sondage, quelle est la part de répondants salariés à notre sondage qui se sentent tout autant motivés pour faire leur travail dans ces conditions distancielles, dégradées, sans forcément avoir du présentiel? D'après vous, quelle est la part de salariés répondants qui se sentent tout autant motivés du fait de ce travail distanciel? Alors, je vois que les réponses apparaissent. Alors, je vous rassure, hein, ça finit par 6, ça c'est sûr. Ah, ça s'équilibre. Alors, pour celles et ceux qui sont sur la diapositive, qui ne regardent pas les éléments de réponse en direct du quiz, une légère majorité se détache, 76% pour 15 répondants, 16. Alors, comme dirait un jeu fameux qui veut gagner des millions, est-ce que la majorité a raison? Eh bien oui, effectivement, on peut s'arrêter à ce stade-là. Vous avez compris que 76% des personnes interrogées dans notre sondage depuis début avril se déclarent tout autant motivées pour faire leur travail avec ces nouveaux outils distanciels. Donc, c'est vraiment un premier enseignement intéressant pour nous tous. Ce qui m'amène, si vous en êtes d'accord, peut-être à rentrer dans le vif du sujet et puis vous partager rapidement ces cinq axes prioritaires qui ressortent de notre étude et notre sondage, qui nous ont permis de bâtir ce dispositif d'accompagnement distanciel à court terme. Premier élément d'enseignement, et il est d'actualité depuis hier, notamment avec le discours de notre Premier ministre, c'est comment mettre en place un plan de déconfinement qui soit un plan de déconfinement mobilisant tous les acteurs de l'entreprise. Si on devait s'arrêter quelques minutes sur des retours à la fois d'expérience rapide, mais aussi quelques bonnes pratiques mises en avant dans notre sondage, beaucoup de répondants, notamment des dirigeants et des managers, mettent en avant qu'il va falloir travailler plus efficacement avec les salariés sur l'après-confinement. D'ailleurs, à ce titre, notre étude révèle que à peine, malheureusement, aujourd'hui, un salarié sur deux nous dit pouvoir échanger avec son management sur l'après-confinement. Donc, ça prouve à quel point, à ce stade, même avec cette actualité d'hier, peu de salariés, 50% en tout cas, n'ont pas encore échangé sur les perspectives de l'après-confinement. Donc, on voit que cet enjeu de repère et de visibilité est important. Deuxième enseignement du sondage, on constate en zoomant spécifiquement sur les managers que seulement 3 managers sur 10 nous disent préparer un plan d'action post-confinement avec leurs propres équipes. Donc, on voit qu'on a aussi un enjeu de travail sur un plan managérial de déconfinement pour 7 managers répondants sur 10. Donc, on voit à quel point ce dispositif de plan de déconfinement est très important pour les jours, les semaines et les mois qui viennent. Si nous rentrons dans des éléments peut-être juste de checklist, si on devait résumer les enjeux et la checklist de ce que pourrait être ce plan de déconfinement, c'est tout d'abord la construction d'un plan de déconfinement qui soit inclusif et performant. Donc ça, c'est le premier point. Ça veut dire quoi? C'est comment mettre en place un plan participatif rapidement. Deuxième enjeu qui ressort du sondage et de notre enseignement et de nos pratiques récentes, c'est qu'il va falloir profiter de ce plan de déconfinement pour traiter le sujet sanitaire, bien évidemment, il est primordial, mais aussi redéfinir l'organisation du travail auprès des collaborateurs. On va voir à quel point ces éléments sont fondamentaux dans la suite de nos présentations. Ce sera l'occasion d'organiser les modalités de reprise du travail également. Donc, des sujets comme la répartition entre les équipes A, les équipes B, bien évidemment, des modalités concrètes. Ce sera aussi l'occasion de travailler sur la communication, l'information et la formation des équipes en vue de la reprise. Donc, il va falloir les préparer et formaliser ça dans un plan de déconfinement. Et puis, ce sera aussi l'occasion de travailler sur un plan d'action auprès non seulement des équipes, mais aussi des clients, des fournisseurs et de travailler avec d'autres parties prenantes. Et puis, dernier point important dans l'enseignement de notre sondage, c'est gardons à l'esprit qu'il faut avoir une implication forte des membres du CSE, des représentants du personnel et que constituer un comité mixte paritaire dans ce plan de déconfinement est fondamental et que c'est l'occasion peut-être d'écrire un accord de déconfinement participatif.
Donc, une fois que les éléments de ce plan de déconfinement, sans rentrer dans le détail à ce stade, sont posés, qu'on aboutit à des résultats au bout de 15 jours, 3 semaines, en vue de cette reprise entre le 11 mai et début juin pour certaines organisations, ben, il va falloir peut-être au niveau des entreprises que nous accompagnons, travailler sur ce qu'on a appelé un projet d'entreprise revisité. Mais pour illustrer mes propos, j'aimerais revenir à nouveau sur des éléments de notre sondage, puisque parler d'un projet collectif d'avenir ambitieux, c'est aussi s'appuyer sur des éléments de ce sondage. Que nous disent nos répondants? Ils nous disent 3 choses intéressantes. Ils nous disent, dans ce contexte de crise, qu'on soit en chômage partiel ou en travail distanciel ou sur site, revisitons nos objectifs, remettons à plat notre feuille de route, parce que les objectifs que nous avions fixés sont certainement trop en avance par rapport à la crise, par rapport à ce qu'on avait imaginé. Donc, il va falloir hiérarchiser les actions, peut-être retravailler sur les priorités, revisiter les objectifs. Ça, c'est le premier point. Deuxième élément du sondage, de façon plus générale, c'est au-delà d'une stratégie revisitée, certains nous disent de retravailler sur la tactique. Donc, il va falloir revisiter le plan d'action de façon plus précise. Chacun devra revisualiser son rôle et on aura des interactions différentes entre les équipes. Et puis, troisième point, le CODIR a un rôle majeur. Tout le monde nous le dit dans le sondage. Il va falloir que le CODIR travaille très vite sur une vision nouvelle, une stratégie nouvelle, mais puisse l'élargir et le démultiplier, même dès maintenant, aux équipes pour partager les priorités, pour se mettre en situation de reprise. Dernier point, la reprise, ce sera aussi une reprise, comment j'ai envie de dire, une reprise pas forcément immédiate, hein, ne pas rentrer dans une reprise directe, on risque d'avoir des difficultés, il va falloir le faire progressivement. Si on devait illustrer maintenant notre propos, pourquoi, dans la diapo suivante, pourquoi définir ce projet? Je vous l'ai dit, redonner du sens au contexte, ça, les sondés nous le disent et nos clients actuels nous le disent. Mais c'est aussi et surtout l'occasion de redéfinir cette stratégie de rebond avec des sujets clientèle, organisationnels, opérationnels et humains. Donc, il va falloir un plan stratégique qui prenne en compte ces 4 dimensions, client, orga, fonctionnement et RH. Ce sera l'occasion d'avoir un projet également d'avenir qui soit réaliste. On va pouvoir capitaliser sur ce qu'on a vécu, sur les nouvelles façons de travailler, sur ce qu'on a expérimenté, ce qui fonctionne, mais aussi sur ce qui ne fonctionne pas. Et puis enfin, ce sera aussi un outil qui permettra de piloter et d'ajuster le projet au fur et à mesure, parce qu'on navigue quand même dans un moment d'incertitude et que chemin faisant, il va falloir avoir un élément, une sorte de partition de jazz, peut-être en improvisant dans le cadre. Voilà un petit peu les enjeux que nos clientèles aujourd'hui nous donnent et surtout les retours du sondage. Si on devait illustrer maintenant de façon distancielle ce qu'on peut faire avec tous ces outils dont je parlais en ouverture, notamment des outils de type Klaxoon, Bcast, comme certains d'entre vous les utilisez aujourd'hui, de façon synchrone ou asynchrone. On voit ici une illustration d'un client avec lequel nous travaillons actuellement, de façon distancielle bien sûr, sur des outils pour élaborer des relais de croissance, élaborer un nouveau projet d'entreprise à court terme. Donc, on voit l'utilisation de cet outil-là. Il y a aussi, il est important de préciser que travailler sur des ateliers avec ces outils-là, ça nécessite aussi d'utiliser des diagnostics en ligne. Donc, certains d'entre vous connaissez bien Sphinx, des outils comme SurveyMonkey, Google Forms. Donc, tous ces outils gratuits comme CrowdSignal sont l'occasion d'aller interroger vos équipes qui sont sur le terrain, chez elles, plutôt seules. Donc, c'est l'occasion de faire des diagnostics de la situation et de les impliquer dans votre projet de reprise. Ce sera aussi l'occasion d'animer ces ateliers distanciels dont je parlais à l'instant, avec l'illustration à gauche. C'est aussi l'occasion peut-être de co-animer avec des chefs de projet, des ateliers collaboratifs plus transverses entre les équipes pour définir peut-être des nouvelles modalités de travail pour l'avenir. Et puis, on voit qu'il y a 2 éléments importants qui ressortent de notre expérience récente. C'est l'importance d'avoir des interventions en live régulières de la part des dirigeants. Beaucoup d'équipes nous disent que les dirigeants doivent communiquer régulièrement, sans trop être intrusifs, mais des lives réguliers des dirigeants par des webinaires comme on est en train de vivre en ce moment. Et puis enfin, pour terminer, des réunions flash de 30 minutes en mode test and learn pour des ateliers dits des ateliers agiles, des ateliers de créativité, parce qu'il va falloir revisiter nos métiers et trouver des relais de croissance, bien évidemment. Sur la droite, vous avez un exemple d'un projet revisité rapidement, où on définit la mission revisitée, les valeurs ont-elles été modifiées, les ambitions clients RH ont-elles été impactées, et bien évidemment avec des nouveaux tableaux de bord. Voici quelques éléments, en tout cas, qu'on voulait vous partager à ce stade. Peut-être au niveau du chat, si je m'arrête quelques minutes, je ne sais pas s'il y a des questions qui sont sur ces 2 sujets. Je vois qu'il y a effectivement plutôt des réactions sur le sondage. Donc, ça, c'est effectivement…
Et puis peut-être, alors une question qui est apparue, combien de temps pour formaliser un projet? On peut dire qu'aujourd'hui, les premières expériences que nous avons menées depuis à peu près 3 semaines, on peut imaginer que ces projets peuvent se dérouler sur une période de 3 semaines à un mois en respectant ces 4 étapes dont je parlais. Diagnostic en ligne, atelier de travail avec les équipes, intervention des dirigeants pour finaliser des visions partagées et mise en place des chantiers, des actions. Donc, on va dire 3 semaines à un mois de façon flash, ça paraît réaliste en ayant des projets très courts, très simples, porteurs de sens et d'engagement. Voici pour répondre à la question de Pierre-Marie Rosset. Donc, tout se passe encore par le distanciel. Pour l'instant, oui, mais bien évidemment, une fois que les plans de confinement, de déconfinement sont mis en place, les travaux seront repris de façon présentielle en respectant les consignes sanitaires. Voilà pour la partie projet d'avenir. Deuxième axe, si vous permettez, et là je vais laisser la parole à un de mes collègues, notamment d'ici quelques minutes, Eric Lhomme, en charge des activités ressources humaines et GPEC au sein de notre organisation. Autre sujet qui est ressorti du sondage, c'est comment s'assurer que les compétences clés de l'organisation stratégique seront mises en place pour cette reprise durable et rapide. 2 enseignements à nouveau du sondage. Les répondants nous disaient qu'il va falloir consolider ces nouveaux acquis et pour autant sans chercher à reprendre systématiquement les anciennes méthodes, les anciennes compétences. Donc, c'est un premier point d'enseignement. Et puis enfin, beaucoup de retours dans notre sondage sur ces compétences de travail distanciel, ces nouvelles façons de fonctionner, de travailler avec un socle numérique, avec des soft skills. Et là, on va d'ici quelques minutes avec Eric Lhomme, peut-être illustrer mes propos. Eric, si tu peux prendre et venir avec moi à mes côtés, voilà. Donc, Eric, je te laisse la parole. Merci David, bonjour à tous. Effectivement, tu as tout à fait raison, la question des compétences devient une des problématiques RH importantes de ce moment de crise que nous traversons tous. Le sondage le montrait dans la période, on va dire, de crise proprement dite. Les compétences qui ont été vraiment mises en avant, c'est d'abord le socle numérique. On est tous basculés du jour au lendemain de présentiel à distanciel et on a appris sur le tas, là pour le coup, des choses et ça s'est relativement fait vite et bien. Et on voit aussi que toute la question des soft skills est à nouveau reposée puisque la période d'incertitude qui s'ouvre devant nous est longue et pleine d'embûches. Et donc, la question de la résilience, la question de la capacité à vivre à distance et coopérer, etc., sont vraiment questionnées. Donc, la compétence et les apprentissages qu'on a pu faire devront effectivement être continués. Mais dans la période de déconfinement qui arrive, on a aussi d'autres questions à poser, puisque la réflexion sur la compétence, ça va être la base, on va dire, de la politique d'emploi qu'on va devoir mettre en place. La question de fond, c'est la sortie de crise et comment va-t-elle être? Est-ce qu'elle va être progressive? Tu l'évoquais tout à l'heure. Certains économistes nous prédisent des formes plus ou moins bizarres, L, U, V, W, enfin je ne reviendrai pas là-dessus. Mais on voit bien que dans ce contexte-là, la compétence est intéressante parce qu'elle va permettre, les réflexions en tout cas sur ce sujet, vont permettre d'identifier en fait quelles sont les compétences clés qui sont à mobiliser au démarrage de la reprise de l'activité. Tous ne sont pas nécessaires, il y a un peu une logique essentielle et un peu pas secondaire, mais dans le moment en tout cas, et qui peut l'être. Donc, qui doit être mis en avant, qui doit encore rester, par exemple, en chômage partiel. Cette réflexion de compétences devrait nous aider à l'identifier. Elle devrait aussi nous identifier, en fait les contraintes que l'on va avoir à gérer, parce que si l'on sait quelles compétences et ressources il faudra mobiliser, la question qui se pose dans la période, c'est sont-ils réellement disponibles? On voit bien que ce que nous a montré le Premier ministre va faire que la reprise va être progressive, les écoles vont pas être immédiatement forcément en capacité de reprendre tous les élèves. Donc, les gens ne seront pas forcément là. Il pourrait y avoir encore des maladies, etc. Donc, avoir une vision très claire des compétences, ça aide à identifier les besoins et donc identifier les contraintes que l'on aura. Donc, ça, c'est vraiment l'essentiel pour construire ce plan d'action de redémarrage. Et bien sûr, nourrir dans la période autour de la compétence le dialogue social, puisqu'on voit bien, et on l'entend déjà dans la presse, il y a quand même pas mal de préoccupations de la part des partenaires sociaux sur l'avenir de l'emploi et l'avenir donc de la pérennité des contrats. Donc c'est vraiment une question de fond qui est donc. Ce que nous vous conseillons de faire dans cette période, c'est d'utiliser, on va dire, un outil peut-être assez classique qu'on peut appeler le Risk Assessment Competence, qui en 4 on va dire étapes. De la première étant d'identifier en fait les trajectoires de reprise qu'on pressent. On est tous dans des secteurs d'activité qui sont plus ou moins directement en première ou en deuxième ligne ou en troisième ligne, comme disent
nos dirigeants, donc qui nous donne une vision un peu de la courbe de reprise qu'on peut avoir, et puis on a une vision des commandes clients. Donc ça, c'est très important de cartographier ces scénarios de reprise possibles pour ensuite, en deuxième niveau, travailler les compétences, c'est-à-dire les besoins en ressources qui vont être aussi associés à chacun de ces scénarios et à chacune des phases qu'on imagine qui vont arriver. Est-ce qu'on a un démarrage rapide? Est-ce qu'on a un démarrage lent? Ou est-ce qu'on aura des plateaux à gérer? Tout cela va conditionner à la fois la question de la compétence et la question de la ressource à mobiliser. Enfin, donc en troisième point, ce sera le plan d'action à construire à partir d'une analyse des contraintes en 3 et en 4, le plan d'action qui est là. Alors, ce qui nous paraissait intéressant de partager avec vous ce matin, c'est qu'en fait, ce type d'analyse qui d'habitude est porté, on va dire, en présentiel dans des groupes de travail, par exemple, hein, ou au niveau d'un groupe projet entreprise, on peut tout à fait le rendre distancié. Et un exemple, durant la période, on a aidé une entreprise justement sur cette réflexion compétences, et dans la phase plan d'action, il avait été décidé de mettre en place un dispositif de type université pour soutenir l'employabilité, on va dire, à court et long terme de l'entreprise, avec des modules très opérationnels à mettre en place immédiatement. Et donc là, vous avez l'exemple d'un dispositif qui a été animé avec, bien sûr, un Logic Teams et derrière un Klaxoon, hein, qui a permis de structurer tout le cahier des charges de l'université. On voit ici les étapes de l'animation. Hein. Donc, qu'est-ce que ça a inspiré? Alors, c'était en plus dans une logique internationale. Donc, on montrait un peu la facilité de passer du présentiel au distanciel, des gens qui étaient répartis sur différents pays européens, et avec une structuration qui leur permettait de faire des exercices de brainstorming continu dans une logique de travail productif qui visait à définir un cahier des charges, et ce pendant 3 heures et demie de réunion. Et pour l'avoir vécu, ce n'était pas très très dur et très très long à vivre, parce que évidemment l'outil permet de visualiser immédiatement les résultats de chacune des réflexions. D'accord. Merci Eric. Alors, je vois en même temps sur le chat, peut-être une question qui est apparue qui me paraît intéressante pour toi. Oui. Quelles compétences critiques identifiées par tes clients, notamment pour la reprise? Est-ce qu'il y a des compétences critiques qui apparaissent? Si oui, lesquelles rapidement? Oui, on peut au moins, je pense, en voir trois importantes. J'en ai déjà cité deux. La première, c'est effectivement on va appeler ça le socle numérique. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire comme si on utilisait ça pour nos loisirs. On a une réalité devant nous. Il faut vraiment renforcer notre capacité à jongler avec les outils. Deuxième champ, c'est tout ce qui est soft skills, parce que cette vie à distance, on va dire, joue sur nos capacités personnelles, hein, nos qualités personnelles. Donc, il y a vraiment à travailler, que ce soit l'aisance à parler, parce qu'on passe dans un monde oral et écrit, que ce soit la capacité à devenir plus résilient face à l'incertitude. Enfin, il y a beaucoup de choses à ce niveau-là. Et je pense que le troisième, il ne faut pas l'oublier, c'est la question, on va dire, des compétences techniques du métier que l'on exerce, parce qu'à distance, on est quand même beaucoup plus seul face aux difficultés que l'on peut rencontrer. Et donc, on n'a pas l'entraide qu'on pouvait trouver en proximité de ses collègues, et on ne peut pas forcément toujours appeler quelqu'un, un ami, on va dire, immédiatement. Donc, il y a, à mon avis, les trois piliers classiques, hein, numérique, comportemental et soft skills et métier, qui sont fortement sollicités par ces nouvelles conditions de vie que nous avons aujourd'hui. D'accord, très bien. Merci Eric. Ça fait le lien maintenant avec un sujet que tu viens d'aborder en termes de compétences SOC. On a pu constater à la fois dans notre propre expérience depuis 4-5 semaines chez Oasis Mobilisation, mais aussi au travers du sondage, que ces dimensions d'expérience, de façon de travailler, de façon d'interagir avec ses collègues a pris beaucoup d'importance. Ça fait le lien avec un nouvel axe, hein, si vous permettez, c'est le quatrième axe sur les expériences gagnantes et surtout les nouvelles façons de travailler pour performer en équipe dès le déconfinement, voire même avant. Pour illustrer mes propos et puis laisser la parole un petit peu plus tard à Claude Burette, en charge des activités coaching d'équipe et dynamique d'équipe au sein du cabinet, peut-être quelques éléments de retour du sondage. Alors, ce qu'on peut retenir en élément de synthèse du sondage, c'est qu'une grande partie de nos répondants nous disent que cette période de confinement va nécessite déjà des débriefings de la façon de travailler ensemble. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce que nous faisons ensemble? Qu'est-ce qui marche bien? Qu'est-ce qu'on devrait peut-être changer dans notre façon de travailler? Deuxième enseignement du sondage aussi qui apparaît souvent dans les verbatims, c'est que partager les expériences de confinement et les enseignements, ça va être un enjeu important dans la reprise. Il va falloir peut-être individuellement, collectivement, identifier nos nouvelles façons de travailler, peut-être identifier des initiatives différentes et nos modes de fonctionnement.
Et puis, troisième point, toujours cette idée de recueillir le vécu des membres de l'équipe pendant la période de confinement et leurs besoins pour la reprise. Ça fait le lien avec le plan de déconfinement dont je parlais tout à l'heure, avec ces fameux questionnaires en amont. Alors, pour illustrer ces propos, je vais faire appel à notre directeur associé Claude Burette. Claude, tu as des éléments à partager avec nous, à la fois peut-être en termes d'enjeux et de priorités exprimés par tes propres clients, et puis des illustrations concrètes de ce que ça peut donner à distance pour l'instant. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Effectivement, il suffit d'aller un petit peu aujourd'hui sur LinkedIn, par exemple, et on dit, et on voit partout, c'est un grand changement, qu'est-ce qui va en sortir? Alors, il y a trois options. On va revenir à la vie d'avant et les choses vont revenir telles qu'elles étaient. On va rajouter de la distanciation dans la relation de travail, ce qui veut dire aussi, et on en parle beaucoup moins, je trouve, de la distanciation dans la relation au client. Donc, il y a des enjeux qui vont se mettre en place là. Et puis, troisième option possible, certains nous parlent d'une transformation radicale sur fond d'une recherche existentielle, spirituelle renforcée. Mais tout ça, on le voit, c'est de la réflexion. Or, aujourd'hui, la réflexion, j'allais dire, la boule de cristal, c'est quelque chose on peut toujours utiliser une boule de cristal. C'est dans l'action que les choses vont se faire. C'est dans l'action qu'on va remobiliser les personnes plutôt que dans la réflexion. Et donc, le point important aujourd'hui, c'est de se mettre à vivre les choses et à faire vivre les choses aux managers. Et pour ça, on va avoir besoin à la fois des énergies individuelles, mais bien sûr aussi les énergies collectives. Le maintien de l'énergie du collectif aujourd'hui est mis à mal. Il suffit de voir dans les réunions qui ont lieu régulièrement, les apéros, les réunions d'équipe, une énergie qui est plutôt en baisse. Il y a des doutes et des souffrances individuelles. Les uns les autres, David en parlait, ont vécu des souffrances diverses. Et puis aussi des éléments importants, la comparaison à peu près inévitable entre les équipiers, avec ceux qui étaient plus impliqués, puis ceux qui l'ont été un peu moins pendant cette période, pour toutes certainement les bonnes raisons. C'est ce que je dis souvent, le héros sera-t-il un recours après la période? Et c'est donc sur ce tableau-là, avec ces éléments-là, qu'il va convenir de manager, de recréer une énergie collective. Alors, sur quelles règles collectives va-t-on fonder un collectif renouvelé? Quel processus? Quel rituel? Qu'est-ce que nous faisons avant et que nous aimerions arrêter? Et puis, qu'est-ce que nous avons inventé et que nous aimerions continuer? Ce sont deux grandes questions, à mon avis, qui sont clés pour la remobilisation des équipes managériales. Comme disaient les grands découvreurs maritimes, ce sont les apprentissages des temps difficiles qui nous donneront l'énergie d'une nouvelle quête. Je pense qu'on est exactement dans ce moment-là, à tous les échelons, chacun agit, décidé, mis en œuvre dans un cadre d'autonomie plutôt élargi. Cette énergie de l'autonomie et de la responsabilité, de l'agilité, c'est un vrai trésor à couver au sein des équipes. Il importe maintenant de la faire grandir. Alors, c'est ce que nous faisons avec nos clients et c'est ce à quoi nous vous invitons à réfléchir. Par exemple, des questions, quels projets nous reprenons et quels projets nous disqualifions? Parce qu'il va falloir reprendre l'ensemble des projets, de se dire quels sont les projets qui correspondent maintenant à ce que nous voulons faire, et puis par rapport à la réflexion dont on parlait tout à l'heure sur la vision stratégique, quels sont les projets que nous allons disqualifier? C'est un élément à la fois de réflexion, mais dans lequel l'implication des équipes managériales est importante. Il y a un autre élément qui va jouer. Les managers vont être impactés dans leur fonctionnement au quotidien par les conséquences sanitaires, un peu plus de surveillance d'un certain nombre de règles, de choses comme ça, d'organisations différentes. Ils vont y passer du temps, peut-être un peu moins, sur les projets de l'entreprise et donc laisser plus d'autonomie aux collaborateurs et aux équipes managériales. Et puis, bien sûr, quel nouveau mode de fonctionnement, de management, identifier ce qui nous a permis de tenir le choc pendant la phase, identifier ce qui nous a fatigués aussi, et donc réduit notre envie de travailler. Vous voyez, tous ces travaux sont importants de réflexion commune, et ça ne doit pas être une réflexion qui vient du haut en disant voilà ce qui s'est passé. Il faut vraiment impliquer tout le monde pour recréer cette envie. Ça pose donc la question des nouveaux repères, des référentiels managériaux. Pour les managers, c'est bien sûr d'échanger au sein des équipes, mais aussi entre pairs, pour élaborer sur le rôle de transformation et trouver des solutions concrètes. Alors, et dernier point important, ne pas se sentir seul. Tout le monde a vécu du temps chez lui, tout seul, avec sa famille, mais seul par rapport au collectif de l'équipe et au collectif managérial. Ne plus se sentir seul, avoir les moyens d'échanger et de dire ce qui est et ce qui est difficile.
Je vais vous donner 2 exemples de ce qu'on a pu faire au sein d'une banque qui était en pleine transformation. Évidemment, les équipes de managers étaient sur des programmes de montée en compétences, des programmes de réflexion. Et puis, tout ça a été un petit peu ralenti. Et donc, nous avons mis en place avec eux des séances de co-développement, qui est un outil qui vient du Québec. Peut-être certains d'entre vous le connaissent, qui est un outil où on met tout le monde en parité et on va utiliser la réflexion du groupe pour aider un des membres du groupe à résoudre une question, une problématique. Et bien, nous avons organisé des séances de co-dev de ces équipes qui ont eu un grand succès parce que ça leur a permis de répondre à des questions très simples. Comment je résous mes problèmes de management en confinement et distancié? Quelles nouvelles règles je peux poser à mes équipes et qui vont me sécuriser moi et qui vont garder l'autonomie des équipes demain? Et puis une question qui est revenue souvent dans les questions, c'est quoi mon rôle demain? À distance, un peu plus à distance, c'est quoi mon rôle demain? Puis on a fait un autre travail avec une société de services qui a une quinzaine de sites en France, avec les managers responsables de sites. Et pour eux, c'était important de réfléchir à c'est quoi notre travail demain. Et donc, dans les qualités qu'ils voulaient développer, on a retrouvé, voilà, à travers l'outil Klaxoon, mais ça peut être Bicaz, donc ces outils distanciels, l'écoute et l'attention étaient un élément sur lequel ils voulaient se focaliser. Confiance et transparence et jeu collectif. Donc, ce sont les 3 points sur lesquels ils avaient décidé de se focaliser en tant que manager et patron de ces agences. Et ils ont pu, à travers ça, créer des pratiques. Chacun de ces petits carrés roses est une bonne pratique qu'ils ont décidé de mettre en œuvre à leur niveau, avec leurs équipes, pour se transformer. On voit plein d'initiatives où les managers ont envie de s'emparer de ce qui est en train de se passer pour se remobiliser et remobiliser leurs équipes. C'est là-dessus qu'on peut les aider et les aider à grandir. Merci Claude. Alors, on aurait presque envie de zoomer sur les bonnes pratiques que tu as animées la semaine dernière en écoute, attention, confiance, transparence, jeu collectif. On pourra faire peut-être un book de bonnes pratiques à un moment, si c'est possible. Peut-être maintenant pour continuer à cheminer sur les axes prioritaires issus à la fois de notre sondage et puis notre modeste expérience des semaines passées, nous arrivons sur une 5e action majeure. 5e axe, vous l'aurez compris, c'est celui de la formation des managers, à la fois au pilotage à distance, certes, mais aussi au management avec ces nouvelles postures dont on a parlé depuis le début dans cette période dégradée. Pour illustrer mes propos, je voudrais revenir sur quelques éléments du sondage, justement, qui montrent à quel point cette notion est importante. Que nous dit le sondage que nous avons mené depuis 3 semaines? Premiers éléments, 57% des personnes qui ont répondu à notre enquête, donc des sondés, nous disent avoir profité ou profitent de cette période pour se former, développer leurs compétences. Bon, c'est sûr que c'est pas forcément un enseignement nouveau compte tenu de la situation, du côté nation apprenante, du côté organisation apprenante. Et je crois que Thierry Alaès, qui va intervenir d'ici quelques minutes, nous donnera une illustration très concrète. Autre élément d'enseignement du sondage, c'est certainement l'occasion pour former le collectif managérial, mais aussi les individus, se former sur ces animations d'équipe en mix à la fois présentiel quand il y aura la reprise, mais aussi en distanciel actuellement. Et puis, c'est l'occasion peut-être de renforcer, stabiliser les relations entre les managers et leurs équipes. La formation, on en parlera tout à l'heure, n'est pas uniquement une formation pour les managers, elle peut être aussi mixte entre les collaborateurs et les managers. Et ça, c'est une nouveauté intéressante de cette période de confinement, c'est qu'on met les gens ensemble pour se former sur des valeurs et des postures communes. Peut-être sans transition, Thierry, je te laisse la parole. Donc Thierry Alaès, directeur de projet en charge des sujets de formation management. Et puis Thierry, j'avais des questions de quelques intervenants, de quelques participants sur est-ce qu'on doit les former à la conduite du changement? Quels sont les sujets qui les préoccupent en formation, nos managers? Si tu peux y répondre tout à l'heure. Je te laisse la parole. Merci David et bonjour à tous. Je vais répondre à ces questions. Effectivement, tu parlais à l'instant d'être une nation apprenante. Je pense qu'on peut aussi profiter de cette période pour faire justement une période apprenante. Voilà, une grosse contrainte. Et ben, faisons de ces contraintes des opportunités. Et c'est exactement ce qui doit se passer en formation, en transformant notamment des formations présentielles en distanciel. Moi, je vais vous parler d'un exemple très concret. Ce qu'on a mis en place, on a mis en place un PCFM. Alors, c'est pas la radio des communistes. C'est le plan de continuation de la formation managériale qu'on a mis en place en partenariat avec Eurosérum. Eurosérum, c'est le leader mondial du lactosérum déminéralisé. Donc, c'est un ingrédient essentiel dans la fabrication du lait infantile. Et c'est la filiale du groupe Sodial, qui est la 5e coopérative laitière mondiale, qui avait prévu de former 250 managers à l'accompagnement des transformations, notamment. Donc, on répond en partie à la question de tout à l'heure. Ils avaient beaucoup de transformations en cours, ils les ont toujours, et ils voulaient donc ancrer en profondeur l'amélioration continue dans le quotidien des personnels.
Et on avait donc programmé un parcours de formation à la fois pour les encadrants et pour les managers de proximité en début d'année, qui a démarré d'ailleurs en toute fin 2019, et donc qui s'est trouvé face à cette crise à empêcher. Et donc on a réfléchi, on a voulu reprogrammer, en tout cas avec Eurocerum, les formations qui avaient été, si ce n'est annulées, en tout cas décalées, après cette première quinzaine de jours, un peu de sidération, qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, on a travaillé avec eux pour à la fois anticiper la déprogrammation possible et surtout éviter que tout le monde veuille se reformer quand on arrive au mois de septembre, ou quand on aurait pu de nouveau se remettre en groupe pour se former. Et donc, on a aussi donc profité de cette opportunité. Et puis, là aussi, on va pouvoir faire des choses importantes à très court terme, notamment en s'appuyant, pourquoi pas, sur les dispositifs de soutien FNE Formation. Vous savez que pour les salariés qui sont en chômage partiel, vous pouvez vous faire financer la totalité des formations par les directs. Et c'est vrai que là aussi, il y a une opportunité à saisir. Profitons de ce moment compliqué pour en faire des formations justement plus apprenantes. Alors, il y a quelques facteurs de succès qu'il faut prendre en compte pour cette réussite. Là aussi, par rapport à ce qu'on a mis en place avec Eurocerum, l'important, ça a été d'adapter évidemment nos formations en distance. Les outils, on en a déjà beaucoup parlé, Teams, Bcast, Klaxoon. Et puis, on a mis en place des plateformes collaboratives pour qu'il y ait des échanges avec l'ensemble des managers. C'est-à-dire qu'ils sont répartis partout en France et que pour le coup, le distanciel a permis là aussi de faire quelques économies de déplacement. On a envoyé à l'ensemble des participants des tutoriels pour faciliter l'appropriation des outils collaboratifs. Il y a certains managers de proximité qui travaillent en usine pour qui Teams n'était par exemple pas un outil qui était utilisé habituellement. On a aussi fait en sorte de réduire un petit peu la durée des formations. On avait des formations traditionnelles, 2 jours en présentiel. On a réduit ces formations. 2 jours, ça passe en 1 jour et demi, et on les a surtout séquencées, c'est-à-dire que ça passe en 3 fois une demi-journée, ce qui permet de donner du rythme, ce qui permet aussi aux apprenants d'aller tester les outils qu'on leur propose sur le terrain. Quand je parle du terrain, c'est soit en télétravail, soit aussi en usine, parce que c'est une entreprise dans laquelle les gens continuent à travailler. Un autre facteur de succès, c'est de subdiviser les groupes. Certains avaient commencé, donc on avait des groupes de 12, 14 personnes. C'est important de faire des sous-groupes de 6 personnes, c'est l'idéal pour continuer à avoir cette interaction. Et puis, bien évidemment, si on ne change pas les contenus, on travaille les méthodes de manière différente. Donc, on a des quiz, on a des vidéos, on travaille de l'analyse de cas. On peut aussi faire travailler les gens en sous-groupes. Voilà, les outils le permettent. Et ça donne effectivement quelque chose d'assez performant. Dernier point essentiel pour réussir des formations à distance, c'est que ce soit des vraies formations, qu'elles ne soient pas virtuelles, mais que ce soit de la formation distancielle. C'est pas du e-learning, c'est autre chose du e-learning, mais c'est nécessaire de maintenir la relation. Donc, c'est de la classe virtuelle. Et puis, il y a de l'interaction aussi entre les participants. Alors, pour commencer à répondre à la question qui a été posée, en l'occurrence, chez Eurocerum, on a transformé un parcours qui était prévu. On y a donc évidemment attaché un certain nombre de nouvelles pratiques compte tenu du distanciel. D'ailleurs, quand on demande aux participants quelles sont vos attentes, bien sûr, on tombe sur les attentes classiques du manager, mais évidemment beaucoup sur les attentes de comment je fais pour manager mes équipes à distance. Voilà, mes équipes sont sur le terrain, moi je suis à distance, comment je fais ? Et donc, utiliser les cas concrets des personnes concernées, ça permet justement de répondre à ces éléments très précis et très pragmatiques pour les managers qui sont en séance. Alors, pour illustrer encore une fois tout ça, je vais vous proposer d'écouter Hervé Demange, qui est le responsable de la formation chez Eurocerum et que j'ai interviewé hier, voilà, sur d'une part ses craintes et ensuite les premiers résultats qu'on pouvait avoir de cette expérience. Bien, donc Hervé Demange, vous êtes le responsable de la formation d'Eurocerum, la filiale Sodial. Et donc, vous avez passé le cap et pris le pas de nous suivre dans cette proposition de transformer des formations qui étaient prévues en présentiel en formation à distance. Tout à fait. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé pour basculer dans cette nouvelle opération ?
C'était principalement, compte tenu de la dynamique qui était mise en place et du rythme, du fait de cette période de télétravail, on ne voulait surtout pas interrompre ce rythme qu'appréciaient fortement que ce soit les managers de proximité que les encadrants. Ce rythme de 7 à 8 jours entrecoupé de formation théorique et de codel à raison de journées maximum tous les mois était fortement apprécié. Et j'insiste, on ne voulait surtout pas casser cette dynamique. Est-ce que vous avez eu des craintes au moment de démarrer? Parce que oui, là, c'est pas facile ce basculement. C'était quoi les craintes? C'était essentiellement, pour rien vous cacher, si je puis dire, j'en ai fait aussi les frais. On venait d'intégrer Teams depuis quelques semaines. Et la principale crainte, c'était que les gens ne sachent pas ou utilisent pas à bon escient Teams. Et le fait d'être en formation à distance, même si c'était des cas, peut-être aussi pour les agents de maîtrise, c'était que ça puisse freiner le dispositif. Qu'ils essaient une fois, ça ne fonctionne pas, qu'il y a un problème technique, et puis que les gens abandonnent. Mais ça s'est très bien passé. D'accord. Et depuis maintenant 3 semaines, je pense que ça a démarré. Vous avez eu des premiers retours des participants, des premiers résultats. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? J'étais déjà étonné dans le fait, il y avait une session pour laquelle, j'avoue, j'étais un peu sceptique. C'était celle qu'on a travaillé ensemble, Thierry, qui regroupait 3 sites. Spontanément, les directeurs ont dit go, on y va pour les managers de proximité. Donc ça, c'était déjà un point fortement apprécié. Après, en soi, non, tout a bien fonctionné. Je veux dire que vous avez joué aussi une grande part en étant toujours à nos côtés, en étant force de proposition sur les contenus, les dates. Un très bon travail, je tiens à vous en remercier. C'est vrai que certainement des critères, c'est qu'il y a une bonne osmose avec Hervé. On s'est parlé, je veux dire, quasiment tous les jours pour mettre tout ça en place. C'est vrai que des fois, oui. Et finalement, ça roule. Et moi, j'ai été hier encore avec un groupe et je retiens cette citation d'un des participants où j'avais peur à 10 d'être autour de la table. Et là, finalement, à 5 autour de l'écran, j'ai pu me lâcher et les mises en situation étaient plutôt réussies. Donc voilà, on va continuer. Puis merci de ce témoignage, de cette expérience réussie. Merci Hervé. C'est moi qui vous remercie. Et puis, je veux dire, c'est moi qui vous remercie. Bonne continuation pour ces parcours de formation. Merci pour nos équipes. Bientôt, Thierry. Merci pour nos équipes. Merci. Bientôt, Thierry. Merci. Bien. Merci Thierry pour ce témoignage vidéo. Peut-être en conclusion sur la partie formation, parce que le temps passe, il nous reste plus que 3 minutes pour notre webinaire. Alors, en conclusion, ce qu'il faut mettre en œuvre, si vous êtes comme ça, si vous avez envie de transformer vos formations présentielles en distanciel, c'est vraiment un travail collaboratif avec votre partenaire. C'est-à-dire qu'on a passé du temps, en l'occurrence, avec le service formation d'Eurocerum, à recalibrer, à contacter l'ensemble des personnes. Donc, c'est vraiment travailler en collaboration. Et puis, je dirais aussi peut-être revisiter les objectifs parce que voilà, on a changé de paradigme et fortement depuis ces quelques semaines. Et donc, les attentes des managers et des salariés sur le terrain ont aussi un peu changé. Donc, adaptons-nous, soyons agiles, si je puis dire. Et puis, gardons cet esprit très positif qui nous permet de redresser la barre pour les mois qui viennent. Parfait. Merci Thierry. Alors, nous arrivons au terme de notre webinaire. Peut-être revenons sur les 5 axes pour résumer. Donc, vous l'aurez compris, à la fois via le sondage que vous recevrez après notre webinaire et puis les diapositives. 5 axes que nous retenons du sondage et nos actions du moment, c'est un plan de déconfinement qui doit être entamé dès maintenant de façon distancielle, un projet collectif à revisiter de façon simple dans un format flash de 3 semaines à 1 mois maximum, un travail rapide sur les compétences clés de demain à revisiter au niveau de l'organisation RH. Thierry Lhomme nous en a parlé. Les expériences gagnantes, les nouvelles façons de travailler. Claude Burette nous a partagé ces éléments clés qui sont fondamentaux dans les nouvelles façons de travailler pour demain. Et puis le levier formation, Thierry Alaès vient d'en parler à l'instant. Peut-être en conclusion, si vous permettez, si on devait retenir dans le cadre du sondage et de ces éléments, avec mes collègues, on a retenu un mot qui n'est pas habituel dans cette période, qui est illustré par la diapo qui va suivre, c'est l'optimisme d'action. Nous, ce qu'on vous propose, c'est vous en tant que dirigeant, collaborateur, manager, c'est comment vous pouvez activer cette attitude managériale qui vous conduira à appréhender les incertitudes, les difficultés d'une manière positive et active, sans tomber dans la béatitude bientôt.
Bien sûr. Et puis en parallèle, pour terminer, ce qu'on constate, c'est que nos clients qui agissent aujourd'hui perçoivent en priorité ce qui va bien. Ça, c'est le premier point. Ils ne rejettent pas les problèmes, mais nos clients d'aujourd'hui nous font confiance et travaillent vraiment sur ce qui va bien en priorité. Deuxième chose, les clients avec lesquels on est amené à travailler en ce moment nous disent il faut s'attendre de préférence au meilleur. Donc, elles sont quand même dans un optimisme assez fort. Elles font confiance au pouvoir de l'action et de la volonté. Et puis, surtout, elles se donnent des marges de manœuvre. Elles regardent les modes solutions. Et vous l'avez compris dans les illustrations précédentes. Peut-être en conclusion, on aimerait peut-être vous proposer de répondre à un dernier élément de sondage. Pourquoi? Parce que nos répondants au sondage nous ont dit qu'à 90%, et là je vous avoue qu'on était très très étonnés, ils sont plutôt confiants dans la capacité de leurs organisations, de leur entreprise à rebondir. Mais vous, ici présents, les 78 participants restants, est-ce que vous pouvez répondre dans le petit onglet, voilà, sondage, et nous dire, là, au moment où on se parle, est-ce que vous êtes plutôt confiant dans votre capacité à rebondir? Allez, on regarde, c'est binaire, c'est oui ou non. Donc là, on a effectivement des clients pour lesquels on est amené à travailler sur des difficultés de confiance, c'est évident, mais je vois que ça se détache. Hein. On retombe à peu près dans les mêmes chiffres. Donc, en conclusion, 88% des participants à ce webinaire voilà, se sentent confiants et ont confiance dans leur organisation à rebondir, et c'est tant mieux. Peut-être si vous m'accordez 1 minute pour terminer, on aimerait vous demander un mot pour conclure. Et là, on va essayer de tester sur Livestorm Bicast. Donc, vous devez voir apparaître pour toutes et tous, et moi, je vais jouer comme vous, peut-être un mot pour conclure, si vous le voulez bien, et vous allez avoir un petit lien, ça va arriver dans quelques secondes. Un petit lien, voilà. Donc, vous cliquez sur un mot pour conclure et vous allez vous retrouver sur Bicast et on va tous ensemble découvrir notre conclusion collective. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle après-midi. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. On vous adressera à toutes et à tous par mail l'ensemble de nos contenus, bien évidemment. Je vous souhaite une bonne journée et regardons le mot pour conclure tous ensemble. Alors, regardez, pour ceux qui sont encore là, optimisme, communication, positif, victoire, générosité. Écoutez, avec tous ces éléments, je pense qu'on a déjà beaucoup de choses pour rebondir, anticiper la reprise. Encore une fois, un grand merci. Et comme le précisait un de mes collègues sur le chat à l'instant, qui s'appelle Bertrand Sanson, la volonté de l'action, c'est ce qui nous paraît très important. Et l'action, en tout cas, c'est la meilleure façon de dissiper le doute en ce moment. Merci, bon après-midi et à très bientôt pour d'autres webinaires si vous en êtes d'accord dans les jours et semaines qui viennent. Au revoir, à bientôt.